bonjour à tous, Jean-Pierre Milovanov, bonjour. Bonjour. Nous sommes aux Journées du livre russe et votre œuvre, qui est très grande, a quelque chose à voir avec la littérature russe. Non pas que la Russie soit le fil rouge, le fil conducteur de votre œuvre, mais elle est présente, se présente dans votre nom, Milovanov, avec deux F à la fin, comme la marque graphique des origines de votre père et de son appartenance à l'émigration blanche. Russe blanc est d'ailleurs l'un des ouvrages que vous avez signé, qui remonte à 1995. Par votre nom donc, par votre œuvre en partie, certains de vos livres russes blancs, nous l'avons dit, et puis Terreur grande, cet ouvrage récent, paru en 2011, qui a pour objet la terreur stalinienne, les années 30 en général, l'année 37 en particulier. Et si vous le voulez bien, nous allons orienter notre propos, votre propos, sur cet ouvrage. La première question qui vient à l'esprit est que, certes, il s'agit là d'un roman historique, dont la matière est cette année terrible, 1937, mais il y a une dimension d'intimité dans ce roman. Ce dont d'ailleurs vous ouvrez d'entrée, en évoquant une page de votre histoire familiale, en évoquant une enveloppe, en évoquant une rencontre qui s'est produite dans votre enfance entre votre père et un certain personnage assez mystérieux, russo-américain, dont on comprend par la suite qu'il est au centre de votre livre. Alors, question un peu naïve, que l'on s'interdit toujours de poser parce qu'elle est un peu puérile, quelle est la part de vérité, quelle est la part de fiction. Je m'interdis bien sûr de vous la poser, mais j'avance quand même l'idée qu'il y a des faits qui ont trait à votre histoire familiale, telle cette enveloppe, telle cette rencontre, et des faits que vous avez fantasmés. Ça, c'est la part d'intimité qu'il y a dans votre livre. Est-ce que vous l'assumez, est-ce que vous la revendiquez? Oui, on est obligé d'assumer ce qui appartient à la fin au lecteur, ce qui appartient à la rêverie du lecteur, à l'arrière-plan que tout lecteur d'un livre attribue à cet ouvrage et à l'auteur lui-même. Si je me réfère à ce que j'appelle la sensation du début, c'est-à-dire la sensation du début de ce livre-là, c'est quelque chose qui a trait à mon enfance, à un des mystères de mon enfance, qui était ce moment où mon père, qui ne nous apprenait pas le russe, qui avait un très fort accent russe, qui avait parlé russe jusqu'à l'âge de 15 ans, et qui avait vécu en Russie, qui avait quitté toute sa famille, qui n'avait absolument plus aucune attache familiale en Russie, et qui donc vivait dans le sud de la France. Mon père, avec ce très fort accent russe, avec cette vie russe, avec ce sentiment russe qu'il avait, tout à coup se mettait à parler russe parce qu'il rencontrait dans la rue, dans la petite ville où j'habitais, qui était Nîmes, il rencontrait un russe, il se mettait à parler russe, c'est-à-dire la langue qu'on n'entendait pas à la maison. Et puis, à quelques occasions qui ont été rares, mais qui se sont produites, il est arrivé chez nous, enfin, il a invité chez nous un ami. Je me souviens d'un, c'est le point de départ donc, du livre, mais après l'histoire je l'ai inventée. C'était un russe qui avait choisi la nationalité américaine et non pas française comme ça avait été le cas de mon père. Et donc ce russe-là, devenu américain, ne parlait que l'anglais américain et le russe. Et à la maison, donc à mon père il parlait en russe et puis il disait quelques mots en français pour avoir l'air correct. Et pour lui, à ma mère, il avait un très fort accent américain, il disait merci beaucoup, etc.
Voilà, donc à partir de ce personnage-là, que mon père a rencontré 2 ou 3 fois, puis qui a disparu peut-être parce qu'il est décédé, j'ai imaginé ce personnage dans le roman d'Internement. Ça, c'est une des choses. Et puis la deuxième, évidemment, c'est l'histoire même de mon père. Mon père avait quitté, donc, au moment de la Révolution russe, avait quitté déjà leur maison. Mon grand-père avait quitté la maison familiale. Ma grand-mère était décédée, il s'était remarié. Je pense que ça jouait un rôle dans la fugue, enfin, dans le départ de mon père, qui se trouvant dans le sud de l'Ukraine et en Crimée. Enfin, mes parents, mon grand-père et sa femme se trouvant, et un des plus jeunes frères de mon père se trouvant à Berdiansk, et mon père se trouvant à Simferopol. Et il s'est retrouvé séparé par la guerre civile de sa famille, et il a été récupéré par des Cosaques, d'abord quelques mois à Istanbul, puis ensuite il est allé. Alors à ce moment-là, les réfugiés souvent allaient soit en Bulgarie, soit en Serbie. Lui est allé en Bulgarie. Il a été terrassier pendant quelques mois, ensuite il a pu faire des études. Il a fait des études en bulgare, j'ai ses diplômes en bulgare, et ensuite il a eu une bourse pour venir en France, à Nancy, faire des études à l'Institut de géologie. Alors, donc il a été complètement coupé de son contexte familial. Il a appris en 1924, mais là c'est encore une chose qui a été très étonnante pour nous, c'est que, puisqu'on a découvert, après le décès de mon père, on a découvert une lettre qu'il avait reçue de son jeune frère, Sergueï, qui avait 2 ans de moins que lui. Et ce frère, la lettre est de 1924. Mon père, à ce moment-là, se trouve en Bulgarie. Alors la lettre est en russe, bien entendu, elle a été traduite, moi je ne parle pas russe comme je le raconte dans Russe Blanc, elle a été traduite par ma fille. Et dans cette lettre, Sergueï s'adresse à mon père, Paul Pavel, et il lui raconte qu'ils ont été chassés, d'abord, ça il le savait, leur maison, maintenant en anarchie, en août 1918, ils ont été chassés de leur propre maison, mais ils ont eu l'autorisation, en 1924, de récupérer une pièce à l'intérieur de leur maison, dans une ville qui s'appelle Diabs, qui s'appelle Galerine aujourd'hui. Et donc il y a eu cette remontée du sud vers le nord, et au cours de cette remontée, mon grand-père est tombé malade, enfin, avec des histoires très sordides, parce qu'il faisait très froid, ils n'avaient pas de chaussettes. Et quand il est arrivé dans cette maison dont ils occupaient désormais une seule pièce, il est mort. Il est mort en 1924. Et donc, dans cette lettre de 24, Sergueï raconte à son frère aîné cette histoire-là, et il lui dit reviens, ta place est parmi nous. Et cette lettre-là, mon père ne nous en a jamais parlé, absolument jamais parlé. Donc, ça montre aussi le poids des secrets, le poids de ce qu'il n'a jamais raconté. Je pense que de ce départ, il y avait même l'idée de la liberté, certainement, ça c'est certain, et cette liberté pouvoir aller jusqu'à celle de la fugue, c'est-à-dire on quitte aussi la famille, on quitte, voilà. Et le résultat a été celui qu'on sait, c'est-à-dire l'abandon d'une terre, d'une langue, d'une famille, et plus aucun contact, bien avant les années 30. Mais en même temps, pardonnez-moi, d'une façon assez subtile, on pourrait dire que ce livre Terreur grande répond au choix de votre père en lui donnant raison, parce que au cœur de ce livre, il y a le destin de la famille Vassiliev, et ce destin est en creux celui de Milovanov, votre père, s'il était resté en Russie. Oui. Alors, oui, c'est ça, on va parler de Terreur grande. Oui, s'il était resté en Russie. Alors, ce qu'on sait maintenant, pour tuer le suspense, ce qu'on a su après le décès de mon père et après la chute, si on peut dire comme ça, du bolchevisme, c'est quand on a retrouvé la famille qui était restée là-bas, ce qu'on a su, c'est que son frère plus jeune
son frère plus jeune avait été incorporé dans l'armée rouge et qu'il est mort sur le front contre l'Allemagne en 1941, que sa sœur avait épousé un soldat de l'armée rouge, et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être la famille a été sauvée, en tout cas, et que lui aussi a été tué en 1941. Donc voilà, ce qu'on a su, c'était voilà, les débris, les vestiges de ça. Et la seule personne maintenant qu'on connaisse en Russie, c'est la petite fille de la sœur de mon père. Voilà, donc, sa grand-mère était la sœur de mon père. Si on revient alors à Terre Grande, c'est un livre, pour moi, qui d'abord n'a pu être possible qu'à partir du moment où des archives se sont ouvertes et où on a pu avoir accès à un certain nombre de documents. Il y a toujours eu, bien sûr, des textes, des documents. Un certain nombre de choses ont pu être sues depuis très longtemps. Mais disons que depuis 10-15 ans, il y a beaucoup de livres qui décrivent et la vie quotidienne et les cas particuliers de famille, la persécution. Enfin, on a vraiment l'ampleur, on a des chiffres, on a trop. Parce que moi, ce qui a été le point de départ, si vous voulez, du livre, c'est une émotion très particulière. Donc, depuis une dizaine d'années, j'essaie d'avoir à peu près tous les livres, en français du moins, ou en anglais, qui sont sur cette période. Et la période stalinienne, et même avant la guerre, 30-40, ces années-là. Et moi, ce qui m'a sauté à la gorge, c'est à l'époque de Yezhov. Yezhov, on commence par un chiffre, il est absolument effroyable, c'est 800 000 exécutions en 16 mois. Ça fait 50 000 exécutions par mois. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est Yezhov, qui était un homme qui ne s'aimait pas beaucoup, qui souffrait d'être très petit, mesurait 1,53 m, qui est absolument fanatique de Staline. Quand Staline va l'écarter du pouvoir, l'arrêter d'abord, ensuite le faire exécuter, mourant en criant « Vive Staline ». Et cet homme-là a, comment dire, amplifié les désirs de Staline. Nous savons aujourd'hui, par les archives, parce que c'est à ça que se servent les archives, nous avons aujourd'hui le registre de tous les rendez-vous que Staline avait le matin et soir. On a un registre des entrées, et donc on sait quels sont les ministres qu'il voyait tous les jours, ceux qui nous voyaient rarement, qui recevaient. À partir de là, on peut voir que Yezhov, dans le peu de temps qu'il est resté 16 mois, venait matin et soir. Ce qui signifie que rien de ce qu'il avait fait, les atrocités qu'il avait commettre, rien n'a pas été cautionné par Staline, n'a pas été voulu par Staline. Il a été un amplificateur peut-être, mais en tout cas, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est comment fonctionne le système. Ça, ce sont les historiens, notamment Nicolas Berthe pour la France, professeur en Polytechnique, professeur d'histoire, qui montrent comment fonctionne le système. Mais justement, il ne peut pas fonctionner. Donc c'est un système qui ne peut pas fonctionner, et néanmoins, la ligne qui est tracée doit être juste. Donc si la ligne est juste, et si le résultat est catastrophique, c'est qu'il se passe quelque chose entre, ou bien les directives ne sont pas appliquées, ou bien elles sont sabotées. Il y a ou des saboteurs, ou des fainéants. Et donc continuellement, on va d'une purge à l'autre, on va d'une purge à l'autre, on va d'une purge. Les purges signifiant, on remplace le personnel administratif par d'autres. Et on en arrive à celle de 37-38, qui a celle de Yezhov, qui a ce caractère particulier d'abord d'être monstrueuse par la quantité, par le nombre, où cette fois, on va essayer, Staline va essayer de remplacer la totalité de tout l'ancien personnel politique, notamment de tous ceux qui pourraient témoigner de ce qu'était Staline avant qu'il ne soit devenu ce qu'il est maintenant. Donc c'est une purge qui est absolument massive, c'est plus qu'une purge, c'est vraiment nettoyer complètement les écuries pour que tout le personnel doive sa promotion à la nouvelle ère, à Staline. Voilà. Donc il faut éliminer tout ce qui a eu avant. Et naturellement, les éliminateurs seront éliminés ensuite, après c'est le principe qui fonctionne comme ça. Et Yezhov va faire ça très bien. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment, alors que jusqu'à présent les purges avaient, si j'ose dire, en mettant bien sûr des guillemets, une valeur pédagogique,
C'est-à-dire, vous voyez, on dénonce ce comploteur, on dénonce ce bureaucrate qui nous fait fainéant. Ostensiblement, on les montre, il y a un procès, on les montre. Là, au contraire, c'est clandestin. On enterre les gens clandestinement. Moi, c'est ce détail qui m'a... Surtout que dans ma famille, bon, il y avait des deuils. Et cette chose-là, comment peut-on enterrer des gens de manière clandestine? C'est absolument impossible. Dans une grande ville, c'est impossible. Donc on enterre de nuit, il ne faut pas en parler. Ceux qui en parlent sont considérés comme des saboteurs, etc. Moi, c'est ce détail-là qui était terrifiant. De gens qui doivent enterrer de nuit et par fournée entière, bien entendu, et que le silence se retourne dessus. Bon, on sait aussi que beaucoup de ces gens-là n'étaient absolument pour rien. C'était là pour faire du nombre, pour faire de la quantité. Parce qu'il y avait des quotas. Et nous avons même, dans les historiens sont des gens merveilleux, ils nous indiquent, par exemple, que Khrouchtchev, qui était le patron de l'Ukraine, qui était un des bras droits de Staline, lui réclamait, il trouvait qu'il avait déjà exécuté suffisamment de gens, il en voulait d'autres. Voilà, avoir le droit d'exécuter davantage. Donc on entre dans un système qui est délirant. En même temps, votre propos est un peu trompeur, puisqu'il donne l'impression que vous produisez une réflexion d'historien et un travail d'historien, alors que nous sommes là en présence d'un roman. Nous sommes là en présence d'une narration où rien ne transpire de votre volonté de faire ressortir un quelconque résultat de travail d'archive. Bien sûr. On est dans un roman, on est dans une narration, d'où peut-être cette première question, la terreur, 1937, les 16 mois Yezhov. Est-ce que ça peut donner sujet à une œuvre de fiction? Est-ce qu'on peut le mettre en situation dans une œuvre romanesque? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas parlé du roman. J'ai parlé de ce qui était avant, de ce qui m'avait pendant des années motivé avant que je passe à l'écriture. Vous avez raison, il y a un moment où c'est ce point de départ, c'est enterré clandestinement. C'est à partir de la scène, de la première scène, qui est les fossoyeurs qui enterrent et qui doivent en même temps se taire, qui n'ont pas le droit de parler. Et ma question évidemment personnelle, c'était pas du tout de faire une œuvre d'historien, puisque les historiens la font de leur côté, c'était de mettre de l'humain là où nous n'avions que des chiffres, des courbes, des rapports de force. Comment donc j'ai pensé que j'ai imaginé, enfin les choses ne viennent pas d'une manière chez moi intellectuelle, elles sont plutôt produites par l'idée même d'un personnage. Et tout de suite, j'ai vu ce fils et sa mère. Le rapport, la chose qui soit presque la plus humaine, si je puis dire, hein, c'est un fils, une mère, pris dans un engrenage qui n'a rien d'humain, mais eux, ils sont humains, tous les personnages sont humains. Même, il n'y a pas de pantin, il n'y a pas de robot dans l'histoire. Il n'y a que des êtres humains qui ont faim, qui ont soif, qui ont peur, qui ont des ambitions, tous, y compris bien sûr le chef de Gromov, le chef de la police politique, tous sont, comme vous et moi, sont des êtres humains. Si on se demande comment ils ont supporté ça, si on essaie d'imaginer comment des gens ont pu supporter ça, il faut imaginer qu'ils sont exactement comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire ayant des peurs, ayant des soifs, ayant des envies, ayant envie de fuir, cherchant comment y arriver, protégeant d'abord les siens avant de se protéger soi-même. Enfin, l'humanité était exactement ce qu'elle a été avant et après. Donc c'était cette capacité d'imaginer comment une famille, une mère, un fils, le fils et son copain, comment si soudain ils apprennent un jour avant qu'ils vont être exécutés, c'est le cas, ils appartiennent à la police politique, c'est pas un hasard, donc là c'est la fiction qui me permet de le dire. Un des amants de la mère a été un général, Markov, c'est lui qui a placé le fils, qui a sauvé la famille, il place le fils dans la police politique, sauf que en 37-38, justement, tous ceux qui viennent qui n'ont pas été nommés par Staline sont
suspect. Hein. Et donc forcément, les Vassiliev sont suspects pour avoir appartenu à une des familles de Russes blancs. Donc, comment une mère, un fils, un copain, ils apprennent, ça peut arriver, hein, puisqu'ils sont dans le système, ils sont dans la police politique et qu'eux-mêmes vont être visés, ils apprennent un jour à l'avance qu'ils vont être exécutés. Donc, à partir de là, que peuvent-ils faire, que faire? Et bien que les historiens ne m'ont pas aidé sur ce point, j'ai imaginé l'évasion, une tentative d'évasion. Alors on va y revenir. Le fils et la mère, donc Anna pour la mère et Anton pour le fils. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des personnages tchécoviens? Anton, par exemple, a un prénom tchécovien par excellence. Ça, je l'ai fait exprès. Il en a le profil culturel, pourrait-on dire. Et oui. De même pour Anna, qui est une actrice et qui respire cette délicatesse très russe, très nostalgique, très tchécovienne. Mais c'est pour ça qu'il s'appelle Anton, c'est parce que sa mère était actrice et qu'elle a adoré le théâtre de Tchekhov et qu'elle a joué et que maintenant elle ne joue plus. Elle ne vit plus qu'avec ses robes, avec ce qu'elle a gardé avec ses souvenirs. Hein. Donc, et le fils est un peu le produit aussi du théâtre. Et Boudré d'ailleurs, c'est un mauvais policier, enfin, il est là par défaut, il est là parce que pas faire autrement, mais s'il avait le choix, il préférerait sans doute faire du théâtre ou du cinéma. Hein. Jusque dans le décor familial et les questions de véranda, de jardin, de verger. Là j'ai été aidé aussi par les historiens, vous voyez. Il y a, par exemple, le maréchal Tokachevski, il y a une biographie du maréchal Tokachevski qui est faite par Madame Sophie de Lastour. Et dans cette biographie de Tokachevski, donc qui était le chef de l'armée soviétique, hein, c'est l'organisateur de l'armée rouge, hein, pour Trotsky, et Tokachevski qui va être exécuté en 1938, quand enfin Staline peut s'en prendre à l'armée. Il commence par s'en prendre d'abord aux civils, il se prend à l'armée en 1938. Tokachevski, dans ce livre sur la biographie de Tokachevski, l'auteur, l'historienne de Lastour, dit que quand il avait gardé une atmosphère vieille Russie chez lui, piano, il chantait avec sa femme. Donc ça, je l'ai regardé de manière précieuse, bien sûr, parce qu'il y avait encore des gens qui chez eux, gardaient, dès qu'il enlevait son costume d'officier soviétique, il enlevait ses potes, il chantait des arias avec sa femme. Donc ça, c'est ce qui est dans le livre sur Tokachevski, mais si Tokachevski fait ça, pourquoi pas mes personnages? Oui, alors il transpire en filigrane une sorte de sympathie pour Tokachevski, en effet, dans votre livre. Tokachevski, c'est le mystère de Tokachevski qui est très intéressant. C'est le mystère de Tokachevski qui est très intéressant parce que Tokachevski était un Russe blanc, il est sorti major de l'école militaire des Blancs, tsaristes. Donc, tout naturellement, il aurait dû prendre la tête des armées blanches. Mais Tokachevski, alors, l'explication ne sait rien, en tout cas, Tokachevski a choisi l'autre camp. A choisi le camp des Rouges. Peut-être parce que son grand-père l'appelait Napoléon et qu'il espérait devenir le Napoléon de la Révolution russe, ça, je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est un fait. Voilà, et puis ensuite, le deuxième fait, c'est que ce Napoléon-là n'a pas été Tokachevski. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand même, Tokachevski, c'est lui qui a inventé la guerre moderne. Hein. C'est lui qui a inventé les attaques d'aviation, ensuite les blindés, et ensuite l'infanterie, c'est-à-dire ceux qui ont fait la défaite de la France en 1940. C'est lui qui a forgé l'armée allemande, c'est lui qui a formé le reste. L'armée allemande n'avait pas le droit soit de se réarmer, c'est lui qui en sous-main s'est réarmé, a réarmé l'Allemagne, où il est allé très souvent en Allemagne. C'est pour ça que quand Staline décide de se séparer de Tokachevski, mais c'était un vieux projet qu'il a gardé avec cette vengeance de Caucasien, il a gardé très longtemps, il avait pensé faire un procès comme traître, soi-disant à la cause allemande, il aurait trahi pour les Allemands. Ce qui était idiot parce que Tokachevski était partisan d'une guerre préventive contre l'Allemagne. Voilà, ça, Staline, bien sûr, s'est toujours refusé. Et
c'est vrai qu'il est allé souvent en Allemagne, il a formé l'armée allemande à la guerre moderne. En même temps, personnage controversé dans la Russie d'aujourd'hui, parce que, bien sûr, pour sa cruauté, sa violence, il a écrasé Kronstadt. Kronstadt, les paysans de Tankov, là, Tambov, voilà, que j'étais en train de chercher, où il a envoyé des gaz interdits. Exactement. Voilà. Donc, mais effectivement, personnage qui a fait ses humanités, violoniste à 16 heures, ancien compagnon de captivité de De Gaulle. Ancien compagnon de captivité de De Gaulle, qui a la même idée. De Gaulle a vers l'armée de métier, avec les idées comme ça de... Alors, plutôt gentil, dirons-nous, avec Tukhachevski, et plutôt méchant avec Eisenstein. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Il y a un personnage, Prokopenko. Oui, alors. Issu indirectement du cuirassé Potemkin, puisqu'il est le fils de l'un des figurants, et vous fait brosser un portrait du cinéaste qui est assez peu à son avantage. Peut-être, oui, bon, peut-être que je n'ai pas eu de sympathie pour Eisenstein, c'est possible. Mais je n'en parle pas vraiment d'Eisenstein. Ah, le portrait que vous en brossez, quand bien même il ne tiendrait qu'en quelques lignes, est assez caustique. C'est vrai que c'est un personnage qui était aussi déchiré, parce qu'il était quand même sous la pression très très violente. Oui, une figure tragique. Une figure tragique. Hein, finalement, la deuxième partie de son film est mis sous le boisseau, enfin, Staline le voit, d'abord, et puis il a fait interdire. Donc nous avons Anna, cette ancienne actrice, tout en tristesse, tout en nostalgie. Nous avons Anton, qui est un personnage déchiré, il est le fils d'Anna. Il s'inscrit parfaitement dans cette identité culturelle tchécovienne dont nous parlons, mais en même temps, il travaille pour la police politique, donc déchiré, ce qui d'ailleurs n'est pas une entorse à la vérité historique. Non, non, c'est pas une entorse, mais surtout ce que je voulais, c'était avoir, à l'opposé, parce qu'on a beaucoup parlé de l'histoire, revenir à l'humanité, c'est-à-dire un petit noyau familial, amical, de gens qui ont confiance chacun dans l'ordre. Hein. Donc la mère, la fils, le compagnon, ça fait 3, et il manque le 4e qui est pris en otage, donc le chef de la police politique. Je voulais justement quelque chose de très chaleureux, de très fort, de très resserré, en opposition bien sûr au grand froid qui règne et au grand rouage qui se met en place. Et ça c'était tout à fait crédible. Enfin, le monde, les mondes, comment dire, ne disparaissent pas comme ça. Il y a des bribes des anciens mondes qui continuent dans la mélancolie ou même dans les mondes de vie, tout simplement. D'une façon d'ailleurs tout à fait fortuite et peut-être inattendue pour vous, vient de paraître chez De Noël, dans la traduction de Luba Jürgenson, un journal intitulé Journal d'un gardien du Goulag, Ivan Chestiakov, qui incarne assez bien finalement ce type du personnage, à sa façon cultivée, mais qui, par la force des choses et à son corps défendant, travaille dans les instances répressives de la police politique. Oui, c'est tout à fait possible. Et j'ai pensé à Anton parce que, alors d'une façon pour vous tout à fait imprévisible, on peut voir le portrait d'Anton, mais dans sa vérité historique. Je n'ai pas lu le livre encore, mais je vais me possibilité pour le lire, mais effectivement, je pense qu'il y a toujours toutes les nuances possibles. Jamais les choses ne correspondent à un schéma ou à des listes. Toujours, l'humanité déborde il y a quelque chose qui fait que ce qu'on n'imaginait pas, le vrai n'est jamais tout à fait vraisemblable, en tout cas ne correspond pas à ce qui va être la vérité historique officielle. Donc oui, il y avait tous les cas de figure fanatiques, mais c'était peut-être qu'il était minoritaire, le fanatique. Il y a eu aussi, avec le personnage de Gromov, celui qui est le gros profiteur. Alors Gromov, Frust, pour dire les choses d'une façon un petit peu familière, bas de plafond, carriériste, qui lui fait carrière dans la police politique, sans contradiction interne, sans conflit intérieur. Il est à sa place, on pourrait dire parfaitement épanoui,
amateur de bonne chair, CH accent grave, RE, je ne sais pas, mais de chair, CHAIR certainement. Par certains aspects, il fait penser un peu à Beria. Oui, oui, mais des Beria, il y en a eu beaucoup, parce que à tous les niveaux, il y avait des gens qui profitaient du système. Enfin, Staline étant quand même au sommet de parce que le Staline avait un capote et avec des bottes, enfin c'est bon pour la photo, mais on voit très bien dans les livres de Montefiore, de Stéphane Montefiore par exemple, que c'était les plus belles résidences de toute l'Union soviétique, en Géorgie, à l'extérieur. Il y avait dans chacune de ces résidences un personnel très nombreux, il y avait les meilleurs aliments, la meilleure nourriture, et préparer des repas tous les jours au cas où le Staline viendrait, etc. Donc, et on sait aussi que chaque fois que un de ces grands personnages disparaissait, les autres essayaient de lorgner du côté de sa Salasha, du côté de sa garde-robe. Donc c'est exactement ce qui se passe là. Il espère, il végète, ce gros moche végète en province, espère qu'il pourra s'approcher bien sûr qu'il sera à Moscou. Moscou, ça veut dire d'autres restaurants, ça veut dire des tziganes, ça veut dire voilà, de la fête, ça veut dire être beaucoup plus près de Staline. Ça, c'est l'ambition. Si on enlève l'ambition, alors on est bien dans cette histoire du bolchevisme. C'est difficile pour un auteur de se glisser dans la peau de Gromov, parce que vous êtes assis à son bureau et les pensées que vous exprimez par votre plume sont celles qui traversent l'esprit du tortionnaire Gromov à ce moment-là. Ce n'est pas comme tortionnaire. Parce que bon, il y a deux sortes de tortionnaires. Il y a ceux qui aiment assister à la torture et qui sont de vrais bourreaux, et puis il y a ceux qui signent et qui, bon, ils ne veulent pas regarder ça de très près. Lui, c'est un homme, il doit tout au parti. Il n'était rien. Il était rien, il est monté, on lui a donné du pouvoir, il a de plus en plus de pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire quoi? Quand les autres, on peut en manger, lui, il a une villa, il a une d'achat, il a le dernier modèle. Alors ça se joue comme ça. Qui c'est qui a le dernier modèle de la ZIS soviétique? On vient de faire ce modèle de voiture, il reprend en fait la Rolls-Royce américaine, bien entendu, mais donc, à l'avoir ou pas, son prestige se joue, est-ce que lui va avoir cette voiture-là, il va pouvoir se promener comme ça dans les villes avec cette voiture-là qui montrera le rang qu'il occupe, parce que c'est toujours une question de rang. Et même sur la photo, est-ce qu'on est à droite ou à gauche de Staline et à quelle distance on se retrouve de lui? Donc c'est des choses qui sont, quand un parti est unique comme cela, tout se concentre de plus en plus, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier rang, qui est le bureau, et quelle place on occupe sur la photo. Et de là dépendent tous les avantages, tous les privilèges, tout le fait qu'il n'y a plus aucune loi, absolument aucune loi qui ne puisse traverser. Tant qu'il a l'aval de Staline, tant que Staline est d'accord, il n'y a aucune loi. Donc il sait que il va pouvoir comme ça avancer à condition de ne pas commettre de faute qu'il n'a jamais commis. Il est toujours dans la bonne ligne, il est à l'écart du groupe trop droitier, surtout il est à l'écart des trotskistes et des trotskistes qui sont maudits, et il avance comme ça, ensuitement. Alors, très vite, on va plonger dans une précipitation dramatique. D'ailleurs, c'est un roman nerveux, un roman court, dont les ressorts, je dirais, dramatiques sont remontés très fort. Et cette course en avant dramatique, romanesque, sera tirée par le récit d'une tentative d'évasion. Mais avant d'aborder cet aspect, je vais vous demander une petite dégression sur un personnage particulier, celui d'une dame, d'une grande dame, qui a pour prénom Zinaïda. Dame Zina. Et qui imbu de poésie. Voilà. Et qui est arrêtée. Elle n'a rien fait, bien sûr, de particulier, mais enfin, elle est arrêtée. Et
Alors ça, c'est quelque chose comment dire, que j'ai inventé ou non, j'en sais rien, mais on sait la place que la poésie avait toujours pour le peuple russe. Et notamment elle était traductrice, on va dire, elle a beaucoup traduit les poètes français, et quand elle est arrêtée, au fond, sa manière de maintenir l'angoisse, de maintenir la terreur, la peur, l'épouvante, puisqu'elle peut être exécutée rapidement, c'est de réciter des poèmes de Baudelaire, de se réciter. Voilà. Alors ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai peut-être inventé pour le personnage, mais qui est quelque chose qui a fait souvent tenir les gens qui sont au Goulag ou ailleurs, c'est-à-dire la récitation de textes, de la littérature, de la poésie. Donc, là, je me concentrais sur cette dame-là, et qui permet aussi d'avoir un accès sur tout le monde des femmes. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes aussi qui ont été arrêtées. Je pense au livre d'Evgenia Gainsbourg, Le Vertige, qui est un si beau livre, et qui est particulièrement intéressant parce que Evgenia Gainsbourg était communiste, elle appartenait au Parti communiste, et son mari aussi. Et quand elle est arrêtée, elle se retrouve dans une salle avec d'autres femmes, et elle dit, mais moi, jusque-là, elle avait vu qu'on arrêtait des gens et tout ça, parce que normal, c'était des saboteurs, ou c'était des... Voilà. Et elle sait, comme Descartes, comme le jeu de Je suis de Descartes, elle sait qu'elle n'est pas une espionne. Elle n'a jamais espionné, surtout au profit des Allemands ou des Japonais. Elle sait de source sûre qu'elle n'a rien fait, qu'elle est innocente, et on l'arrête. Alors elle arrive au milieu des autres femmes, elle dit, oui, mais moi, j'ai rien fait. Et ça, c'est dans le vertige, hein. C'est le vertige de moi, j'ai rien fait. Et les autres lui disent, mais non plus. Et c'est là qu'elle découvre, tardivement, parce que jusque-là, personne ne s'était pas inquiété de la situation. Là, elle découvre que les autres sont dans le même cas, ils ne sont pas plus coupables d'espionnage qu'elle, de sabotage. Un très grand livre que de Vertige de Kenya. Nous entrons dans la phase finale de notre rencontre. Sachez que si des questions mûrissent dans vos têtes, la possibilité vous sera donnée de les poser dans le fil de notre propos. C'est pourquoi il vous suffit tout simplement de lever le bras comme à l'école. De notre côté, nous allons donc nous évader. Il y a cette tentative d'évasion qui est faite à l'initiative d'Anton, de son ami, on peut dire aussi carrément les choses, son petit ami, qui travaille aussi dans les services. Et puis... le baroudeur, l'homme d'action. Et la maman d'Anton, donc Anna Vassilieva, avec pour otage Gromov. Alors on va laisser planer le doute, c'est pas politiquement correct de raconter la fin d'un livre, mais de toute façon je pense que tout le monde sera satisfait parce que cette évasion est à la fois ratée et réussie. Donc quelques réponses que vous apportiez, elle sera la bonne, mais en même temps la mauvaise. J'ai une question peut-être un petit peu polémique à l'écrivain que vous êtes. On est là dans une matière extrêmement tragique, une évasion, l'année 1937, les 16 mois de Yezhov, quelque chose d'extraordinairement dramatique, et là vous développez le scénario d'une évasion d'une façon avec un brin de provocation, j'ai envie de dire picardesque. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, vous, comme narrateur, comme auteur, comme écrivain? Est-ce que l'on peut... J'entendais une intervieweur chez France Culture parler de Tintin au pays des soviets, d'une façon un petit peu amusée. Est-ce qu'on peut concilier ce registre-là avec la matière tragique de la Yezhovie?
Oui, parce que c'est quand même pas une comédie. Hein. Faut pas, des tentatives d'évasion, il y en a eu. Il y en a eu. Celles qui ont réussi, on peut le dire tout de suite, c'est celles qui ont été du côté du Japon, évidemment. De l'autre côté, ça a été très difficile. Il y a eu un homme politique, dont je n'ai pas le nom, enfin les historiens l'ont décrit, qui est tourné pendant 6 mois à l'intérieur de l'Union soviétique sans réussir à s'évader. Il y a eu des choses extraordinaires, c'est des gens qui se sont cachés en Sibérie, qui n'ont jamais été trouvés, parce que c'est immense, et qui quand même, ils étaient peut-être prévenus s'ils avaient été cherchés. Donc il y a eu des évasions, il y a eu des gens qui ont réussi à ça. C'est pas un registre comique, mais c'est un registre humain. C'est celui de vouloir échapper à quelqu'un. Si vraiment, ce soir, nous apprenions que demain matin, quelqu'un doit nous exécuter, on ferait quelque chose. Quoi, nécessairement. Hein. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, j'ai essayé, bien sûr, de rendre la chose la plus plausible qui soit, et ensuite, sans dire comment ça se passe, mais l'évasion profite un peu, si je puis dire, dans la dernière partie, pour Vassiliev, de la guerre. Hein, de la guerre. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle ne marche pas, mais ensuite, il réussit quand même, pendant la guerre, à quitter, à partir. Ce qui s'est passé quand même, sur le front roumain ou ailleurs. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors, en attendant que les questions mûrissent, oui, madame. Je voudrais savoir si vos livres sont traduits en Russie. J'ai des livres traduits en Russie, mais pas celui-là. J'ai des romans. Et quelle est donc la réaction de votre nièce? Est-ce qu'elle les lit? Mais elle n'a lu que les livres qui sont des romans en fait, très comment dire, légers, pour dire les choses par rapport à Terre Grande n'a pas été traduit. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait faire. Mais vous avez un écho de ces réactions? Non, j'ai pas vraiment d'écho. C'est ça un peu le drame des livres en traduction. On vous apprend que votre livre est traduit, je sais pas, en espagnol ou en italien ou en russe, et puis c'est un silence, on reçoit l'exemplaire, et puis on ne sait pas comment ça a été reçu. Quelquefois il y a un article ou deux d'un journal, mais sur la Russie je n'ai pas fait rien. Mais elle ne vous écrit pas? Je sais rien. Non, mais votre nièce vous écrit? Pardon? Est-ce que votre nièce vous écrit? Non. Non, on a très peu de contacts. On a un contact internet, et c'est ma fille qui a ce contact, parce qu'elle parle russe, c'est ma fille qui a ce contact avec elle, tous les mois, toutes les années, quoi, une fois par an. Voilà, mais c'est pas... Oui, madame. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes allé dans les archives pour vous-même pour faire des recherches sur le sujet? Non. Ah non. Non. Ce n'est pas un livre, c'est quand on en parle, tout de suite on parle de l'histoire, alors comme si c'était un livre d'histoire, mais ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre où je pense que chaque élément est justifié historiquement, c'était ça la seule chose dont j'avais besoin, c'est-à-dire les marques des voitures, les marques des pistolets, enfin tout le fonctionnement, l'uniforme, tout ce qui peut être dans l'environnement, mais il n'a aucune prétention aux archives. Les grands historiens, ce sont ceux qui vont dans les archives et qui couvrent des choses en faisant des rapprochements. Voilà. Mais en même temps, ça donne un état de l'historiographie, je crois, aujourd'hui. Une autre dimension dans ce roman qui est très présente et un peu mystérieuse, c'est le leitmotiv du passé perdu. Et pour dire des choses d'une façon proustienne, on pourrait presque dire du temps perdu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Une citation de vous, mais l'horloge de l'enfance, tout au haut de l'escalier, qui se lèvera dans la nuit pour la remonter en cachette. Donc on a le sentiment d'un livre qui vient de loin. Autre citation, des mots m'obsèdent, des images, des scènes, des cris. Ce ne sont pas les souvenirs d'une vie qui a été la mienne, car rien n'aura été à moi dans cette vie.
C'est ce que j'ai vécu est trop vaste. Je devais le perdre au début avec cette langue cachée qui ne m'a laissé que des tombes. Alors, il y a, me semble-t-il, il y a une référence à l'enfance, il y a un sentiment de perte, et puis il y a comme un mystère personnel. Est-ce qu'on peut voir là une allusion à cette langue russe que votre père ne vous a pas transmise? Oui, certainement, oui, cette phrase se réfère à ça, mais et même au fait que quand je ne suis allé qu'une seule fois en Russie et une seule fois dans la ville natale de mon père, et que la tombe de la famille n'existe plus, parce que, oui, elle n'existe plus. C'est-à-dire que des mafieux l'ont enlevé, l'ont revendu à notre famille. Donc il n'y a même pas, alors que du côté de la seconde femme de mon grand-père, les tombes sont là, elles sont en place, ça s'appelait les Chartounikov, c'était leur nom. Du côté des Milovanov, la tombe a été, c'est ce que nous a dit notre cousine, elle nous a dit, il y a 2 ou 3 ans, quand je suis arrivé, un jour, il y a plus, voilà, ça a été débarrassé d'un trou, et à la place, il y a une autre tombe qui a été mise. Donc, déjà, ça, penser que tous mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout complètement disparu. Alors, ce qui reste, c'est dans le musée de la ville une photo de la maison de mon grand-père, et puis un petit entrepôt qui leur appartenait, qui est devenu une supérette. Mais à part ça, donc j'ai erré toute une journée dans cette ville dont il ne reste rien à part les nuages et la rivière Ozark, le ciel. Toute la ville a été rasée par les nazis, reprise par des bombardements soviétiques, donc une ville entièrement moderne. C'est absolument une impression incroyable. Le cimetière dévasté, que dire, tout n'est que devenu une abstraction. Et cette autre phrase, les Vassiliev, là nous sommes au début du livre, dont j'avais, dites-vous, entendu parler dans un passé à l'abandon. Toujours cette idée d'une perte, et d'une perte irréparable qui est attachée à l'enfance, qui se lèvera dans la nuit pour la remonter en cachette, cette horloge en haut de l'escalier. Ce thème de la perte, effectivement, traverse ce livre, mais comme doit traverser d'autres livres de moi. Celui qui est même pas la perte de quelque chose qu'on a eu et qu'on aurait perdu, mais la perte de quelque chose qu'on pourrait avoir. Comment définiriez-vous cette frustration que vous avez de ne pas avoir reçu la langue russe de votre père? Vous parliez de votre fille qui a fait du russe. Peut-être qu'on peut y voir d'une façon symbolique une espèce de réparation. Sans doute, oui, sans doute. C'est une oui. Comment dire, la situation peut s'expliquer très très bien, parce que mon père, d'abord se trouvant complètement à l'écart de la diaspora russe, dans une ville où il y avait relativement peu de Russes et assez disséminés, ça c'est une chose. La famille, où on était envahi par l'autre côté, par le côté paternel, où il y avait 3 femmes à la maison, rien que sur le plan de la majorité, c'était difficile de parler russe à table, alors qu'on était presque une dizaine et qu'aucun ne parlait russe. Donc ça, il a été submergé, ça fait aucun doute. Mais néanmoins, reste toujours cette difficulté de ne jamais avoir pu parler dans la langue de son père, parce que jusqu'à la fin, il était resté dans son cœur, dans sa façon de sentir les choses totalement. Et donc ça, il y avait comme une barrière qui peut-être, à mon sens, fait qu'on m'a donné envie d'écrire. Le roman L'amour est un fleuve de Sibérie n'a de russe que le titre? Absolument, oui, parce que l'amour est un fleuve de Sibérie, ça c'est une évidence. L'amour est effectivement un fleuve de Sibérie, mais il n'a aucun rapport avec la
Sibérie, et même avec le monde russe. Mais, comment dire, dans les choses, il y a un moment, pourquoi, ça pose la question de pourquoi on se met à écrire et dans quelle langue on écrit. Il y avait dans la maison où j'habitais, il y avait au moins 2 langues qui étaient comme ça passagères et interdites, parce que ma grand-mère ne parlait pas français. Sa langue maternelle n'était pas le français, c'était l'occitan qu'elle appelait le patois. Et une fois par semaine, elle recevait son neveu, qui venait nous voir tous les lundis, et pendant toute la journée, chaque fois qu'il était là au repas, elle lui parlait en patois. Et quand il se tournait vers moi, il parlait en français. Et puis ils recommençaient leur conversation. Donc il y avait ces 2 langues qui étaient, voilà, c'est pas faites pour l'écrire. Et comme ma mère, elle, était dans une stricte, comment dire, obédience laïque et pédagogique, elle était institutrice, c'est elle qui m'a appris à lire, écrire, et il n'y a pas question de s'écarter de la langue mère et du français, voilà. En France, après de longues années passées au Japon. Jean-Pierre Milovanov, que nous allons retrouver demain à 14h dans le cadre d'une rencontre qui aura un thème un peu différent, intitulé « Retour de Russie », avec notamment Myriam Anissimov. Ce sera une autre rencontre à laquelle je vous engage à venir. Il ne nous reste plus qu'à nous séparer pour commencer et à vous lire pour continuer. Rappelons-le, Terreur grande. Et quand on fait une analyse systématique, fouillée, critique, sourcilleuse de la critique suscitée par ce livre, eh bien on ne trouve que des dithyrambes auxquels je vous invite à ajouter le vôtre de dithyrambe par vos applaudissements.